En 688, le chef berbère Kosseila avait été tué au combat à Mems. Sa jeune épouse reprit la tête de la résistance ifriqienne. De son vrai nom, Déborah Tadmeh, elle devenait Deya Tabet, la reine juste. Elle appela vainement à l'unité des tribus, tant persuadée d'un prochain retour des conquérants. Elle combattit les Omeyyades de 688 à 702 sur un vaste espace des Aurès, allant de Kapessa à Sirte. Redoutable guerrière, icône de la résistance berbère, elle eut de victorieuses batailles à Tébessa, Tabarka, Miskiana, Bagaï et mourut lors d'une embuscade à Lala Saïda en 702. Elle gagna son titre historique de Kahina, qui signifie à la fois prêtresse et prédicatrice, appelée sorcière par les sources arabes. En 692, le calife Abdel-Malik nomma Hassan ibn Noaman à la tête d'une nouvelle armée de 140 000 hommes pour reconquérir l'Ifriqiya. Kirwan fut reprise. Carthage tombait en 698 après 3 ans de siège. Hassan ibn Noaman se résolut à combattre les Berbères, réclamant le nom des mécréants insoumis qu'il devrait affronter. On l'informa qu'une reine des Aurès jurait d'unifier les clans contre l'envahisseur. Il l'affronta dans son fief des Aurès et il subissait de sévères défaites à Sirte, Tébessa et Missiana. Carthage était provisoirement libérée, mais les Byzantins ne concrétisaient pas leur alliance avec la Cahéna. À Missiana, elle avait adopté la technique des Bédouins avec harcèlement et provocation. Les fantassins se regroupaient pour la défense et subissaient une batterie de flèches, suivie d'une attaque de cavalerie des chameaux. Ils se replièrent à Oued-Nini, dit Nahr el-Bla, rivière du malheur, où l'armée omeyyade fut décimée. Les survivants fuyaient vers Kapessa et la Tripolitaine. La Cahéna ne les poursuit pas faute de troupes, ce qui lui fut reproché. La victoire devenait provisoire. Elle n'avait pas suffisamment de soldats et se prévenait d'une nouvelle bataille. Au contraire, elle libéra les prisonniers pour qu'ils remémorent leur défaite, gardant en otage Khalid ibn Yazid, neveu du général Hassan ibn Noaman, que le récit arabe qualifia d'adoption du beau Yazid ou du bel amant qui, dit-on, la trahira. Les survivants omeyyades rejoignirent la Cyrénaïque. Le général Hassan ibn Noaman mourait en l'an 700, dans des circonstances méconnues. En l'an 701, Abdel-Malek ibn Marwan, calife de Damas, envoya une nouvelle expédition de 40 000 hommes sous les ordres de Moussa ibn Nosser. Le général livra de victorieuses batailles à Tabarka, Sakouma et assiégeait Tistrus, actuel Jem. La Cahéna s'était repliée dans la forteresse dite Kassar el-Cahéna, où elle tint une résistance solitaire. Après 3 mois de siège, les assiégés narguaient leurs assaillants en se versant de l'eau et en montrant du poisson frais. Tisdrus semblait imprenable. Les Omeyyades levèrent le siège. La Cahéna tenta de rejoindre les Aurès avec une petite escorte. Elle sera accidentellement capturée au point d'eau de Lalla Saïda, facilement reconnue en tant que femme, nécessairement prestigieuse, au sein d'une escadre d'hommes. Elle fut tuée et décapitée, sa tête envoyée en trophée à la grande satisfaction du calife. D'autres historiens situent sa mort à Bir el-Atré ou sur un lieu nommé Bir el-Cahéna. Qui était Kosseila ? Kosseila est une forme francisée de Qaysela, laissant entendre Petit César de Taquerwan. Je n'ai pas trouvé trace de titre de Caecellus dans la hiérarchie romaine ou berbère, ni dans les souverainetés, ni dans la généalogie. Kosseila semble être rattaché à une personne et non pas à un titre, malgré ma petite conviction. Le nom serait unique, exclusif à un personnage, non renouvelé dans la transmission généalogique, malgré la tradition des arabo-berbères. Kosseila était un chef Orouba, résistant ifriquen, berbère, amazir, certainement païen, polythéiste, gouverneur de Taquerwan de 683 à 686. Il ne semble pas avoir été proche de Byzance, ni belliqueux sur la nature duelle de Jésus-Christ. Il adhérait à un idéal de Dieu et se concilia aisément avec le pouvoir omeyyade de Dinar Abul Muhajir, aspirant aux objectifs de progrès, de puissance et de paix. Le retour de Uqba ibn Nafi' modifia la donne. Qui est la Cahéna ? Aurait-elle pu gagner ? Déborah Tadmeh, ou Déborah Tadmeh, était la jeune épouse de Kosseila. Après la mort du souverain en 688, elle reprit la tête du pouvoir et de la résistance. Elle devenait Deya Tabet, c'est-à-dire la reine juste. Alors on retrouve ici le mot Deyi, que l'on aurait attribué par erreur à un titre des Dey ottomans. Or, le mot s'avère de grec ancien et de latin de Théus, Deus, Zeus, Dieu. Déborah Tadmeh fut réputée Kahena, c'est-à-dire prêtresse, ou encore sorcière par les Arabes. Or, dans le sens africain, le titre de sorcier n'est nullement péjoratif mais prestigieux.
Il est mêlé à des pouvoirs invisibles, de projection, de vision future, liés à la guidance et aux engagements collectifs. La Kahena gagna le titre de prédicatrice, prophétesse, voyante divine, tant elle avait vu le danger extérieur. Elle combattit les Omeyyades de 688 à 702, parvenant à les repousser provisoirement de Taquerouane. Persuadée d'un prochain retour des troupes de Damas, elle tenta vainement de rassembler les tribus pour préparer à la guerre afin de l'éviter. Elle tint une résistance farouche mais isolée. Avec les Berbères, elle a eu des victoires certaines dans les Aurès, à Tébessa, à Constantine, Mesquiana, Capessa, Tabarka, Tisdrus, mais les Omeyyades ne renonçaient jamais malgré les défaites. Ils revenaient toujours encore plus forts pour une prochaine bataille jusqu'à inscrire la victoire finale. La Kahena était persuadée de leur retour, mais elle n'a pas réussi à pacter et faire serment d'unité pour rassembler les tribus berbères et combattre un ennemi commun extérieur. Elle avait un déséquilibre de force avec les armées omeyyades renforcées par les troupes égyptiennes. Les Ifriqiens n'avaient pas d'autorité centrale, de commandement uni, ni de solidarité des princes ou de coordination avec les cités et l'Empire romain. La relation des tribus avait été minée par les conflits antérieurs, ainsi que le manque de coordination sincère entre Carthage et Syracuse. Alors il a été reproché à la Kahena de ne pas avoir livré certaines batailles décisives, de ne pas avoir poursuivi les Omeyyades dans des routes, d'avoir au contraire libéré les prisonniers, puis d'avoir pratiqué une politique de la terre brûlée. Or, refaire le match ne changera pas le résultat, il y aura toujours les argumentations de toutes les justifications. Kahena n'avait pas suffisamment de troupes qu'elle ne voulait pas éparpiller, risquer des pertes et la défaite. Elle libéra les prisonniers pour qu'ils se souviennent de leur défaite, qu'ils dissuadent leurs chefs d'une nouvelle conquête, qu'ils apprécient leur amnistie. La politique de la terre brûlée visait à empêcher le ressourcement des troupes ennemies. La Kahina mérite-t-elle son prestige ? Bien sûr, c'est très rare en histoire d'avoir une femme chef de guerre. Déborah Tadmé fut l'une d'elles, bien qu'elle n'était que chef de tribu. Son récit a été restitué par un ouvrage de Magali Boinard en 1925, pseudonyme dont j'ignore le nom. Néanmoins, l'auteur a eu le mérite de mettre en valeur un personnage parmi tant d'autres de l'histoire méconnue de l'Afrique du Nord. Kahina a innové d'un point de vue militaire en s'adaptant aux techniques de guerre bédouine, sur la mobilité de cavalerie et le rôle des archers. Elle adopta leur stratégie pour les vaincre à Mesquiana. D'un point de vue politique, elle tenta de réunir les tribus pour un commandement uni et conçut un principe de dissuasion pour préparer la guerre afin de l'éviter. La politique de la terre brûlée consistait à rompre les arrières de l'armée omeyyade, mais cela n'a pas été compris ou plutôt mal exposé. Et sans doute, elle n'aurait pu s'imposer comme chef des armées, ni communiquer clairement les intérêts collectifs. Quant à savoir si elle mérite son prestige, certains, en désaccord, ont tagué sa statue à Tébessa, prétendant à la sorcière, parce qu'elle s'était opposée aux conquérants musulmans. Alors, en réponse, les objectifs omeyyades en africain ne visaient pas la conversion, qui eut lieu que progressivement et beaucoup plus tard. D'autre part, elle était une autochtone défendant son territoire. Dans les cultures anciennes, la sorcière n'est pas l'affreuse momie, mais un noble titre de celui qui voit l'avenir, qui conseille la conduite des hommes. On retrouve les traces du sorcier dans l'organisation romaine, dans les tribus gauloises, et aussi dans les organisations africaines où il a le plus survécu. Carthage était une cité prospère, plus soucieuse de sa richesse agricole et de son commerce maritime que de son rôle politique. Elle subissait régulièrement des attaques de tribus berbères qui concernaient 7 à 10 000 miliciens au plus. Si elle ne parvenait pas à les sévir, elle gagnait la paix en versant des richesses monétaires de statère-or ou de shekel argent, de produits agricoles, de grains, de vin. Elle prit une mauvaise pratique de payer des offrandes pour éviter la guerre. Cet esprit de lucre et de corruption la perdra. En 665, les Omeyyades avaient été aux portes de Carthage. L'exarque Gennadios versa un tribut pour éviter la guerre. Il croyait gagner la coopération de Damas contre le pouvoir byzantin installé à Syracuse. Les offrandes de Carthage ne serviraient de là plus à enivrer les conquérants, mais à soutenir leurs bases arrières et qu'ils reviennent avec plus de force à la prochaine bataille. Tout au long des années 680 à 690, les Omeyyades renforcèrent leur puissance à Kairouan et dans les cités du Bizaken, dans l'indifférence de Carthage. Lorsque vint son tour, en 695, la capitale d'Afik fut assiégée par une armée de 140 000 soldats sous les ordres de Hassan ibn Noaman. Carthage se retrouva seule, sans soutien des Massiles, ni des tribus berbères, ni de coordination des Byzantins. Elle ne pouvait plus tenir face à une puissante armée.
sous les ordres d'un général expérimenté avec une stratégie militaire, des bases de repli et un projet déterminé. En 703, le général Moussa ibn Nosser entrait dans une capitale désœuvrée, souffrant de la peste et de la famine, quasi abandonnée. Le prédécesseur avait détruit la flotte marine et les installations portuaires pour empêcher tout soutien byzantin. Il altérait Carthage de sa force économique, de son commerce maritime. Les membres du Grand Conseil de la gouvernance de Carthage s'étaient immolés. La pénurie de bois, l'exode des populations, la peste et le choléra ruineront à jamais la cité d'Afrique. Carthage ne se relèverait plus pour des siècles. Moussa ibn Nosser établissait son camp à Ténès, sur les lieux d'une garnison militaire de Carthage. Il préparait sa conquête de l'ouest jusqu'à Tingis. En 711, les premiers contingents de Djibel Tariq franchissèrent le détroit et conquéraient l'Andalousie. Quelles sont les raisons de la chute de Carthage? Carthage était une cité prospère, plus soucieuse d'économie que de politique. Elle se préoccupait de sa richesse agricole, de son commerce maritime. Parfois, elle subissait quelques attaques tribales qui concernaient 7 à 10 000 miliciens en plus. Si elle ne parvenait pas à les sévir, elle gagnait la paix en versant des richesses monétaires de sa terre or ou de shekels argent, de produits agricoles, de grains, de vin. Elle avait donc pris une mauvaise pratique de payer des offrandes pour éviter la guerre. Cet esprit corruptif la perdra. En 665, les Omeyyades étaient aux portes de Carthage. L'exarque accepta de payer pour éviter la guerre. Les offrandes de Carthage ne servaient plus à enivrer les assaillants, mais à soutenir les arrières des conquérants pour qu'ils se renforcent et reviennent plus forts à une prochaine bataille. Tout au long des années 680-690, les Omeyyades ont renforcé leur base arrière à Kairouan, dans le Byzacène, dans l'indifférence de Carthage. Lorsque vint son tour en 695, l'Ifriqiya et Carthage devaient faire face à 140 000 soldats sous les ordres de Hassan ibn Nu'man. Carthage, assiégée, se retrouva seule, sans soutien ni de coordination des Massiles, ni des tribus berbères, ni des Byzantins. Elle ne put tenir longtemps face à une puissante armée sous les ordres d'un grand général expérimenté, avec des objectifs, une stratégie militaire, des bases de repli et un projet déterminé. Comment l'Ifriqiya a-t-elle été vaincue? Il y a à la fois la puissance des armées arabes, mais aussi les faiblesses de l'organisation africaine. La puissance des uns tenait d'un affaiblissement des autres. D'abord, la sécurité aux frontières. Dans l'Empire romain, la sécurité était organisée aux frontières extérieures. Dans la notion de frontière, il y a le mot front, c'est-à-dire passage, interdiction de passage. Pensez au Rubicon, aucun général en armes ne pouvait le traverser, ou au mur d'Adrien, etc. De par sa géographie, l'Afrique du Nord était isolée par la mer et le désert qui a longtemps constitué un rempart naturel, silencieux et inactif, d'où les Africains ne voyaient pas de danger. Dans le même esprit de frontière, le désert a constitué un front naturel, une frontière paisible durant des siècles. À partir de 642, ce n'était plus le cas. Des cavaliers expérimentés lançaient leurs raids et se repliaient dans leur campement en plein désert, là où les légions ne se risquaient pas. Soudainement, surgissaient des cavaliers du désert qui menaient des raids meurtriers contre les cités ouvertes. Elles furent vaincues parce qu'elles n'avaient pas de remparts autour des villes et elles n'avaient pas non plus d'autorité centrale ou de front commun ni de contrôle du territoire. Les cités ifriqiennes, ouvertes et esselées, faisaient face à des raids d'un genre nouveau. Désorganisées par leurs attaques, elles tombaient les unes après les autres jusqu'à finir en cité antique. Il y a encore l'absence de pouvoir central. Après la disparition de l'Empire romain en 476, ni les Byzantins ni les Carthaginois n'ont été capables d'organiser une autorité centrale avec un pouvoir souverain et une autorité de contrôle aux frontières. Aucune des puissances d'Ifriqiya n'égalera le pouvoir centralisé de Rome. L'Empire byzantin n'imposa pas son autorité sur l'Ifriqiya, Carthage non plus. Elle n'a pas tenu son rôle de puissance continentale autour d'une souveraineté, un territoire, une capitale. Elle n'a soutenu ni une puissance continentale, ni le pouvoir byzantin de Constant II en Sicile. Elle n'a pas protégé les cités attaquées, et elle n'a pas voulu apporter de financement pour renforcer la flotte byzantine de Syracuse. Il y a encore la stratification sociale. Les Ifriqiens étaient désunis. La classification sociale se basait sur la diversité des modes de vie. Cette désunion caractéristique avait été décrite par Ibn Khaldoun qui ironisait sur ces gens parvenus à ne s'entendre que sur une seule chose, celle de ne jamais s'entendre. Les éclaireurs arabes avaient décrit cette Afrique comme un monde jazaïr, c'est-à-dire des îlots de souveraineté, de royaumes qui s'affrontaient, incapables de s'unir, ce qui justifiait leur opportunité de conquête et d'expansion. L'absence de commandement unifié était la mauvaise réponse au commandement arabe unifié
cohérent relié à un clan de Quraysh avec une autorité du calife, des troupes obéissantes qui venaient de tous les territoires conquis, composées par des Arabes, des Perses, des Syriens, des Égyptiens. La puissance omeyyade avait la force de gagner l'adhésion et de faire suivre les troupes en territoire conquis. J'ignore les raisons qui déterminaient cette adhésion des armées. Était-elle imposée par les valeurs d'une époque, la volonté de conquête, les forces de la foi religieuse? Comme un serpent qui grandit de son appétit, la puissance arabe se renforçait de ses conquêtes. Les Arabes de la péninsule s'appuyaient sur des troupes syriennes qui s'appuyaient sur les Égyptiens, qui engageaient les Tripolitains, qui conquéraient les Ifriqiens, qui s'en allaient conquérir le Maghreb et les Ibères. Il y avait encore la détermination du conquérant. Il n'abandonnait pas malgré les échecs et les défaites. Toujours il revenait avec des troupes nouvelles jusqu'à L'Ifriqiya inscrire sa fut-elle victoire rapidement au final. conquise? Rapidement? Certainement pas. La connaissance des événements et des personnages indique que la conquête n'a pas été facile. Il ne faut pas confondre les conquêtes. Celle de Palestine dura le temps d'une bataille. Celle d'Égypte prit 4 années. Celle d'Ifriqiya débuta en 642 et se termina en 703 avec la chute de Carthage. Par contre, la conquête du Maghreb central et occidental prit une dizaine d'années, surtout grâce aux infrastructures routières et aux ressources agricoles. Les conquérants trouvaient des routes longées d'arbres fruitiers qui nourrissaient une marche à l'ombre de l'armée omeyyade, de plus appuyée par des soldats ifriqiens. Les violences se poursuivirent jusqu'en 787 lors du traité de paix universelle. Conclure à une conquête rapide et pacifique est trop hâtive, produit d'une généralisation incorrecte. 60 ans à l'échelle de l'histoire peuvent paraître courts, 60 ans à l'échelle humaine sont longs de souffrances, parsemés de guerres, de batailles, de résistance, de tueries, de violences, pillages, d'assassinats, d'humiliations, de servitudes, de rapes, d'impositions. Non, la conquête d'Ifriqiya n'a été ni rapide ni pacifique. Ses conclusions sont simplistes, généralistes, voire abusives ou propagandistes. La conquête omeyyade prit 100 ans. 100 ans de bataille, de guerre, de résistance, 100 ans de conquête sont très pénibles dans la dimension humaine. On a vu de l'autre côté la revanche haineuse des Abbassides contre les Omeyyades, qui déterrèrent les corps pour les médire. On a moins vu le point de vue des Ifriqiens. Pourtant, cette violence transparaît dans leurs textes que l'on récite chaque jour, où les Nord-Africains étaient désignés comme des kharijites fanatiques, mécréants, ignorants, infidèles, insoumis, sur lesquels les abus étaient légitimes et je n'invente rien. Ces propos concernent les Nord-Africains. Les Omeyyades ont dominé un vaste ensemble de l'Afrasie, du Maghreb occidental et du sud-ouest européen. Ils conquéraient l'Égypte en 642, détruisaient le Carthage en 703, occupaient Tingis en 711, envahissaient les Ibères en 715. Ils s'attachèrent l'Andalousie, franchirent les Pyrénées, dominèrent l'actuelle Provence française et furent défaits à Constantinople, Byzance, en 718, stoppés à Poitiers en 732 et à Acroïnon en 744. Les charges militaires sur plusieurs fronts et les conflits internes affaiblissaient l'Empire. La puissance, enrichie par l'expansion militaire, déclina avec l'arrêt des conquêtes. Les conquêtes ne rapportaient plus de trésors. Les échecs militaires et l'insuffisance des richesses pillées accentuaient les pressions fiscales et les capitations en zones occupées. Les populations d'Afrique ne supportaient plus cette pression. En 750, l'empire omeyyade s'écroula brutalement, ses troupes défaites à Mossoul sur le fleuve du Grand Zab. Toute la famille royale de Damas fut massacrée, les tombes des souverains déterrées, leurs sépultures profanées. Une nouvelle dynastie des Abbassides s'imposait sur les lieux de toutes les concessions omeyyades. Comment expliquer qu'une faible puissance démographique se soit imposée sur les Byzantins, les Perses, les Égyptiens et les Ifriqiens? Il est clair que parvenir à de telles conquêtes signifiait une puissance de l'armée arabe. Il y avait d'abord l'unité de commandement. Le commandement arabe était cohérent, relié à un clan de Quraysh avec une autorité du calife, des troupes obéissantes qui venaient de tous les territoires conquis. Il y avait aussi la force de gagner l'adhésion des troupes. J'ignore comment les Omeyyades sont parvenus à ce succès de convaincre les conquis à la soumission et à la reconquête. Il y avait encore une stratégie déterminée avec un objectif et la permanence du projet. Est-ce que l'idée du dieu vainqueur représentait la force d'adhésion? En ce qui concerne l'Ifriqiya, bien sûr, il y a l'absence de contrôle des frontières. Le désert qui avait été silencieux voyait surgir des assaillants expérimentés. Les techniques de combat et les méthodes de guerre ont changé. Les armées bédouines étaient mobiles, frappaient des cibles précises, avaient la capacité de se replier et de survivre dans le désert. La détermination du conquérant qui n'abandonnait jamais malgré les défaites.
Il y a eu aussi de grands généraux. Et puis il y a l'appétit des conquêtes, puisque le conquérant devenait parfois plus puissant que son calife, ce qui s'était passé avec Moussa ibn Nusayr. En conquérant l'Ibérie, il devenait plus puissant que son calife. Il a donc été rappelé et condamné à la crucifixion. Quels furent les apports des Omeyyades? Les apports omeyyades sont incertains, plus culturels que matériels, à la fois linguistiques, religieux, juridiques, monétaires et administratifs. Langue et religion s'imposeront pour des siècles malgré la fin des dynasties et la succession de régimes. Les Omeyyades ont posé les bases d'un sentiment durable qui touche à la spiritualité intime de l'individu et au salut des hommes. L'arabe faisait référence de savoir aux côtés du grec et du latin, égyptiens et ifriqiens l'adoptèrent, abandonnant le grec ancien, le copte et le tamazir, bien qu'il y ait toujours une distinction entre la langue du gouvernant et la langue des populations. L'intégration de l'identité arabo-islamique dans un processus générationnel, où les conquis se reconnaîtraient mieux dans l'identité du vainqueur sur le vaincu, de l'oppresseur sur l'opprimé et du dénonciateur sur le dénoncé. Les Omeyyades ont développé une puissante organisation militaire qui distingue les commandements de ses troupes. Le pouvoir était arabe, dirigé par le clan des Mécois, les mercenaires puisés et renouvelés dans les territoires conquis. Leur puissance tenait à des forces renouvelées par la conquête du Grand Chem, de l'Égypte, de la Tripolitaine, de l'Ifriqiya. Du point de vue de l'administration fiscale, une puissante hiérarchie militaire imposait la rigueur fiscale. Le droit des Omeyyades fut applicable jusqu'au XIXe siècle avec une série d'impôts légalisés. La jizya constituait une capitation de guerre, la zakat, une contribution fiscale, le dhimmi, l'impôt sur le protégé, ou sur le non-musulman en Occident, c'est-à-dire au Maghreb. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que l'Occident, c'est le Maghreb. Les Omeyyades apportèrent le très réputé dinar or, dans lequel l'exclusivité de Dieu y est inscrite. Il faut réaliser que sa force tenait d'une richesse pillée sur les provinces d'Ifriqiya, de la Sicile et de l'Ibérie. D'un point de vue construction, à l'exception des garnisons militaires, les Omeyyades ne construisaient pas d'édifices matériels. Ils n'avaient pas la tradition de la cité. Aucun artisanat ni monument de style ne pourrait leur être attribué. Le dôme du rocher, les grandes mosquées de Jérusalem, d'Al-Aqsa, de Damas, de Kérouan et de Cordoue ont été édifiées à leur époque, cependant ces constructions n'ont pas de cohérence architecturale ni de style d'art omeyyade. Les influences restent byzantines pour Jérusalem, arméniennes pour Damas, romanes pour Kérouan. Malgré toutes ces connaissances, l'époque omeyyade reste méconnue. Malgré toutes ces connaissances, pourquoi l'époque omeyyade reste-t-elle peu connue? L'époque omeyyade du 7e siècle est mal connue en raison de l'origine de ses sources, de l'insuffisance d'études et d'analyses, et peut-être d'une autocensure qui touche à une époque mystifiée qu'on ne veuille trop questionner. L'époque omeyyade aurait laissé peu de traces matérielles, les Ifriqiens encore moins. Ils n'ont pas laissé trace de leur récit. La connaissance historique ne découle pas des Omeyyades ni des Ifriqiens, mais de leurs successeurs, qui ont rapporté la connaissance plus de 200 ans après les faits. Les classiques Tabari, Al-Hakam, Badouri du 9e siècle, Bakri au 11e siècle, Ibn Khaldoun 14e siècle. Ainsi, dans Conquête omeyyade, les vaincus n'ont pas laissé trace de leur récit. Les connaissances sur l'islam vainqueur ont été rapportées tardivement par les successeurs abbassides, lesquels leur vouaient une haine viscérale. La Tunisie a intégré son récit historique à une vérité arabe, quitte à nier l'engagement de ses aïeux, elle adhéra à la thèse du conquérant, dont le récit a été réalisé par leurs successeurs. Le manque d'analyse est que la Tunisie ne s'est jamais souciée d'une étude historique sous le regard ifriqien et ne se dispose pas à quelconque financement qui remettrait en cause ce récit. Une époque méconnue est entourée d'idéalisme, de simplification et de tabous. C'est le péché de l'histoire. L'attitude palpitante pour éclairer un fait d'histoire peut devenir perturbante lorsqu'elle se mêle à des engagements politiques ou idéologiques référés à un éloge identitaire ou à une appartenance nationale. Nombreuses idéologies ont ainsi leur justification d'une histoire banalisée à divers degrés de gravité pour référer à un héros légendaire ou conditionner les accès aux droits. Chaque État ou chaque régime a établi ses priorités, les justifications de son appartenance, de son foyer national, de son roman historique. Le doute ou la controverse pourrait être vu comme une forme de révisionnisme qui perturberait l'appartenance et le fondement national. Certaines vérités historiennes sont intouchables lorsqu'elles concernent l'identité, la religion ou l'idéalisme d'État.
Un État mature et indépendant ne devrait pas craindre les lecture. L'objectif de science est d'approfondir la connaissance, même si elle remet en question certaines banalisations. Comment remédier à une connaissance de l'époque omeyyade? L'opinion contemporaine, les états de fait, les objectifs restent méconnus, néanmoins ce n'est pas une impasse. Une histoire critique s'appuie sur les sources disponibles pour questionner et interpréter les opinions dans leur contexte et donner un sens à leurs intérêts. La méthodologie consiste à positionner l'angle des insuffisances afin d'établir une objectivité des faits. Qui étaient les conquérants? D'où venaient-ils? Que conquéraient-ils? Comment s'appelaient-ils? Comment les appelait-on? Pourquoi le mouvement? Quelle troupe? Quel but? Quelle motivation? Suivait-il un homme, une doctrine, un prophète, un calife? Quelle idéologie? Quelle justification? Quels objectifs de conquête? De lumière de l'islam? De progrès social? De découverte? De rationalité? De bien-être? De pax arabica? De pillage? D'enrichissement? De puissance? Comment les Ifriqiens voyaient leurs conquérants? Quelles adhésions? Suivaient-ils? Contribuaient-ils aux troupes? Quelles conversions-soumissions? Quels mercenaires? Quelles expressions? Qui a rapporté le récit? Quels apports culturels qu'ont laissé les Omeyyades? Je me suis posé ces questionnements pour essayer de parvenir à une vérité des faits et apporter un regard ifriqien sur l'Ifriqiya. La linguistique y aide. J'ai fait d'intéressantes découvertes sur Kosaïla, le petit César, la forteresse de Ain Jalloula, qui fut objet de litige et fait référence d'une sourate du Coran, les reproductions pornographiques dans les garnisons omeyyades, le calvaire des Ifriqiens, les révoltes berbères, la kahina. J'ai entrepris une approche critique avec des hypothèses pour ouvrir des pistes de travail qui concernent une œuvre de vie à laquelle je ne puis me consacrer et je souhaite que de nouveaux chercheurs puissent le faire.